Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce lundi 9 février. C'est sans président que le Liban fête la Saint-Maron, père fondateur de l'église maronite. Une célébration sous haute sécurité à Tripoli, théâtre de fréquentes tensions communautaires. Vladimir Poutine attendu au Caire pour renforcer l'influence de la Russie. Moscou cherche à gagner du terrain en Égypte, dont les liens avec Washington se fragilisent. Opération sécuritaire dans une cité de Marseille après des coups de feu à quelques heures d'un déplacement du Premier ministre. La police d'élite a bouclé le quartier. Et puis à suivre également dans ce journal la filiale suisse de la banque britannique HSBC impliquée dans un vaste système de fraude bancaire. Des centaines de milliers de clients ont ainsi tenté d'échapper au fisc. Comme tous les 9 février, le Liban fête la Saint-Maron, le père fondateur de l'église maronite. Une messe a été célébrée au centre-ville par l'archevêque de Beyrouth, Boulos Matar, et devant un parterre de responsables libanais, toutes confessions confondues. L'ancien président Michel Sleiman a réitéré son appel à élire un chef de l'État sans plus tarder. Le Liban est sans président depuis la fin de son mandat, le 25 mai 2014. La dernière séance électorale a échoué faute de quorum. Une prochaine a été fixée au 18 février. Et puis à Tripoli, à Saint-Maron, c'est une Saint-Maron sous protection renforcée autour des églises. Sous haute sécurité, l'armée et les forces de sécurité intérieure assurent une protection renforcée autour des églises de la grande ville portuaire. La capitale du Liban Nord est régulièrement le théâtre de tensions communautaires. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, est arrivé ce matin à Beyrouth en provenance de Turquie. Le diplomate onusien doit se rendre en cours de journée à Damas pour y rencontrer les dirigeants syriens. Le conflit en Syrie a fait plus de 210 000 morts depuis mars 2011. La Jordanie intensifie ses frappes contre le groupe État islamique. C'est une riposte à l'exécution de son pilote, capturé en décembre. Amman, qui participe depuis septembre à la coalition internationale, dit avoir détruit 56 cibles de l'organisation en 3 jours, en Syrie et en Irak. Ces raids vont s'intensifier pour soutenir les forces irakiennes qui s'apprêtent à lancer une opération pour reprendre du terrain aux djihadistes. L'objectif est de cibler les hauts dirigeants comme le chef de Daesh, Abu Bakr el-Baghdadi, mais aussi empêcher les ventes illégales de pétrole, ainsi qu'affaiblir et détruire les centres d'entraînement et les centres logistiques de l'organisation. Depuis jeudi, la Jordanie affirme avoir détruit 20% des capacités de combat du groupe ultra-radical. Selon Washington, la coalition aurait repris 1/5 du territoire que contrôlait l'organisation. La Jordanie qui a reçu dimanche l'appui de F-16 envoyé par les Émirats arabes unis. Le président russe Vladimir Poutine doit arriver ce lundi soir au Caire pour tenter de renforcer l'influence de la Russie en Égypte, pays dont les relations avec Washington sont secouées par la répression visant toute opposition. La violence policière secoue également le pays. Des accrochages entre des agents et des supporters avant un match de foot ont fait 19 morts dans un stade de la capitale égyptienne. Reportage. Vladimir Poutine en mission au Caire. Cette visite d'État de 2 jours est la première du président russe depuis 10 ans. Il avait alors rencontré Hosni Moubarak, chassé du pouvoir en 2011, au terme d'une révolte populaire dans la lignée des printemps arabes. C'est un homme bon. Il s'est tenu aux côtés des Égyptiens pendant la révolution et nous a aidés. Aujourd'hui, avec Abdel Fattah el-Sisi, le Kremlin souhaite renforcer son influence dans ce pays, dont les liens avec Washington se fragilisent, notamment en raison de la répression visant toute opposition. La coopération entre le Caire et Moscou sera au cœur des entretiens du président russe dans la capitale égyptienne. Poutine vient aussi parler économie et commerce alors que la Russie traverse sa plus grave crise monétaire depuis 1998, conséquence des sanctions occidentales et de la chute mondiale des prix du pétrole. La Russie a aidé l'Égypte à construire le haut barrage avec un prêt d'intérêt de 2%, tandis que la Banque mondiale voulait 19% d'intérêt. Nous avons même payé le prêt avec des fruits et des oranges. La Russie a également développé toute l'industrie lourde égyptienne, l'industrie de l'acier, de l'aluminium, du textile et bien d'autres, ce qui a renforcé l'économie du pays. L'administration russe souhaite par ailleurs une coopération accrue pour lutter contre le terrorisme international.
À Moscou, il y a un an, Vladimir Poutine avait déjà discuté avec son homologue égyptien de la livraison d'armements russes à l'Égypte. L'Égypte qui est en proie depuis plusieurs mois à une vague sans précédent d'attentats islamistes visant les forces de l'ordre, notamment dans le Sinaï. Les conflits en Syrie, en Irak, en Libye et la crise israélo-palestinienne seront également évoqués. La visite de Vladimir Poutine au Caire intervient alors que la capitale égyptienne a replongé hier dans la folie meurtrière. 3 ans après le drame de Port Saïd, 19 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans des accrochages entre policiers et supporters avant un match de football. Le premier match avec public depuis la catastrophe du 1er février 2012. Les heurts ont éclaté lorsque des supporters du club de football de Zamalek ont tenté de rentrer de force dans l'enceinte. Le gouvernement a immédiatement suspendu le championnat jusqu'à nouvel ordre. La police a sous-estimé l'événement et les supporters n'étaient pas initialement censés assister à ce match. Cependant, si quelqu'un n'a pas de billet, eh bien il ne doit pas mourir. C'est comme si ce billet est le prix à payer pour rester en vie. S'il n'a pas un billet, on le tue, c'est de la force excessive. Toute personne qui n'a pas un billet se fait tuer. Toute personne qui proteste se fait tuer. Les éditorialistes, y compris ceux proches du régime, demandent le départ du ministre de l'Intérieur. Et puis, il y a les tentatives de récupération politique. Ce lundi, les frères musulmans s'en prennent à un régime putschiste sanguinaire, tandis que les opposants à la confrérie accusent les islamistes d'avoir provoqué le drame. Irak, où au moins 15 civils ont été tués et des dizaines ont été blessés ce lundi à Bagdad dans 2 attentats à la bombe. L'un a eu lieu sur une grande artère de la périphérie de la capitale. Le plus meurtrier a pris pour cible un poste de contrôle des forces de sécurité irakiennes dans un quartier chiite de la capitale. Il s'agit des premiers attentats depuis la levée samedi soir du couvre-feu nocturne en vigueur depuis plus de 10 ans à Bagdad. Dimanche, de nombreux habitants de la capitale se félicitaient de ce début de retour à la normale. Dans un instant, l'offensive diplomatique se poursuit pour tenter d'arriver à un accord sur la crise ukrainienne. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Une opération des forces de l'ordre est en cours à Marseille. Le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, a investi la cité de la Castellane où des coups de feu ont été tirés contre des véhicules de police. Ils proviendraient de gens cagoulés et armés de Kalachnikov. Selon des témoins, les tirs n'ont fait aucune victime. Des hommes du GIPN sont entrés vers midi à bord d'un véhicule blindé dans ce quartier sensible au lieu du trafic de stupéfiants situé dans le nord de la ville. Le Premier ministre Manuel Valls doit justement se rendre à Marseille ce lundi. Et puis avant son déplacement à Marseille, Manuel Valls s'est exprimé sur les ondes d'Europe 1. Un mois après les attentats de Paris, les opérations de démantèlement de filières djihadistes se multiplient en France. Un combat de tous les instants selon le Premier ministre, mais en respectant les croyances de chaque Français. On l'écoute. Au sein de l'islam, nous devons aider les musulmans qui ne supportent pas d'être confondus avec ces discours, pas uniquement avec les djihadistes, pas seulement avec les terroristes, mais avec l'intégrisme, le conservatisme, le radicalisme. Il faut combattre le discours des frères musulmans dans notre pays, il faut combattre les groupes salafistes dans nos quartiers, mais par la loi, par la police, par les services de renseignement, beaucoup de choses sont faites. Encore cette semaine, des filières ont été démantelées et encore dimanche à Toulouse et Albi, mais c'est un discours, une religion ne peut pas imposer son discours dans nos quartiers. Donc on voit que ça va peut-être changer. Mais beaucoup de choses qui ont déjà été engagées, c'est un combat de tous les instants, c'est ça la République, en respectant chacun, parce que la laïcité, c'est croire ou de ne pas croire, et en disant aussi à nos compatriotes de confession ou de culture musulmane que leur place est dans la République et que nous sommes là également pour les aider et pour les protéger. Presque tous les jours, des filières djihadistes sont démantelées, les policiers travaillent bien, ils sont efficaces, etc. Mais ce qui frappe, c'est qu'il y a des candidats français, des gens qui sont des enfants de la France, qui passent au terrorisme et qui sont à l'intérieur de notre pays. Mais ce sont près de 1400 personnes qui ont été identifiées, français ou résidents, comme étant en relation avec ces filières. Environ 750 y séjournent, ou ont séjourné. 410 seraient aujourd'hui sur place.
260 repartis. Et 80 Français ou résidents en France ont été tués sur place. Ce phénomène, qui n'est pas propre à la France, qu'on connaît dans beaucoup de pays d'Europe, en Amérique, en Australie, qu'on connaît évidemment encore davantage au Maghreb. Tant que nous aurons cette situation qui perdure en Syrie, en Irak, au Proche et au Moyen-Orient, nous savons qu'il y aura ces candidats. Mais pour ce qui nous concerne, dans cette guerre que nous menons contre le terrorisme et le djihadisme, et contre l'islamisme radical, que nous avons mené au Mali, que nous menons aujourd'hui en Irak grâce à l'engagement de nos Rafales et de nos Mirages. Cette guerre, d'une certaine manière, nous la menons dans notre pays puisqu'elle nous a été déclarée. Donc c'est la mobilisation des forces de l'ordre, des militaires qui seront toujours présents sur le terrain pour protéger les mosquées, les synagogues et les institutions juives et évidemment les espaces publics, mais nous devons aussi la mener par une mobilisation de notre société et par les familles, parce qu'on ne peut pas accepter que cette radicalisation en prison ou ailleurs continue de se propager. HSBC au cœur d'un système international d'évasion fiscale. C'est ce que révèle ce lundi le quotidien Le Monde. De novembre 2006 à mars 2007, la filiale suisse de la banque britannique aurait incité plus de 100 000 de ses clients du monde entier à camoufler plus de 200 milliards de dollars dans des sociétés offshore. Parmi eux, des personnalités politiques, du spectacle, des affaires, mais aussi des trafiquants d'armes, de drogue et des terroristes. On trouve ainsi sur la liste le comédien français Gad Elmaleh, le coiffeur Jacques Dessange, mais aussi le roi du Maroc Mohamed VI ou encore le mannequin Elle Macpherson ou la créatrice Diane von Furstenberg. Certains ont depuis régularisé leur situation. C'est par un ancien informaticien chez HSBC que le scandale est arrivé. Explication du journaliste du Monde. Écoutez. On a été contacté par une personne que nous ne connaissions pas jusqu'alors, qui est venue nous trouver, Gérard et moi, au journal, en débarquant à l'improviste. Cette personne nous a dit qu'il appréciait beaucoup le travail du Monde en général sur les affaires sensibles, et particulièrement sur l'affaire HSBC, puisque cet article que nous avions publié n'était que le dernier d'une longue série, et qu'il souhaitait nous donner un coup de main pour passer en quelque sorte le niveau supérieur. Et en l'occurrence, ce coup de main, c'était une clé USB. C'était une clé USB contenant donc l'ensemble des clients de la banque HSBC sur une période donnée, précise, qui va de fin 2006 à mars 2007. Et les méthodes qui ont été appliquées pour les clients français ont été appliquées pour les clients dans le monde entier, à savoir que la banque ne s'est pas contentée, on va dire, de fermer les yeux et d'accepter de l'argent, parfois d'une provenance douteuse et en tous les cas distrait des fiscs nationaux. C'est qu'en plus, elle a incité à la fraude en recommandant, par exemple, à ses clients de créer des sociétés offshore qui permettaient on va dire, de faire un paravent supplémentaire pour dissimuler les fonds. Et c'est la banque elle-même qui proposait ces services, qui prenait en plus une commission au passage pour gagner encore plus d'argent, pour créer des offshore, notamment au Panama ou aux îles Vierges britanniques. 3 jours pour se mettre d'accord sur un plan de paix en Ukraine. Si l'initiative est franco-allemande, c'est bien Vladimir Poutine qui donne le rythme. Le président russe affirme que le sommet A4, prévu mercredi à Minsk, n'aura lieu que s'il y a un accord sur un certain nombre de points. Alors à Berlin, ce lundi, diplomates français, allemands, ukrainiens et russes continuent de négocier. Le plan européen prévoit une plus large autonomie des régions séparatistes. Mais qu'en sera-t-il du statut des territoires déjà conquis par les rebelles pro-russes et des frontières qu'ils contrôlent? Kiev dit attendre du sommet de Minsk un cessez-le-feu immédiat et sans condition. L'offensive diplomatique se poursuit aussi à Washington. Objectif, ramener la paix sur le terrain et pas que sur le papier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. C'est sans président que le Liban fête la Saint-Maron, père fondateur de l'église maronite. Une célébration sous haute sécurité à Tripoli, théâtre de fréquentes tensions communautaires. Vladimir Poutine attendu au Caire pour renforcer l'influence de la Russie. Moscou cherche à gagner du terrain en Égypte, dont les liens avec Washington se fragilisent. Opération sécuritaire dans une cité de Marseille après des coups de feu. À quelques heures d'un déplacement du Premier ministre, la police d'élite a bouclé le quartier. Et puis la filiale suisse de la banque britannique HSBC impliquée dans un vaste système de fraude bancaire. Des centaines de milliers de clients ont ainsi tenté d'échapper au fisc. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée.